Ce symbolique a été travaillé en live sur Twitch, rejoins-nous! Il a été soutenu par les tipeurs et tipeuses et les utipeurs et utipeuses. Les liens sont en description, merci à vous! L'araignée a une très mauvaise réputation par chez nous, c'est un symbole effrayant soumis à une phobie assez répandue. C'est vrai que croiser une bébête à 8 pattes et à quelques yeux, ça a de quoi créer une petite répulsion. Mais est-ce partout ainsi? N'y a-t-il rien de beau dans cet animal et dans ce symbole? Nous allons le découvrir au travers des cultures, du temps et surtout au cinéma. C'est parti! L'araignée, je pense que vous l'avez remarqué, tisse une toile. Oui, ça commence très fort, oui. Ouais. Elle crée donc le fil. Le fil peut être imaginé comme le cordon ombilical. Et pour info, le cordon ombilical relie l'enfant au placenta, qui lui est relié à la mère. Mais l'enfant n'est jamais relié à la mère au final. Voilà. Mais aussi le fil peut représenter le lien entre le créateur et la créature. Les Upanishads voient le fil comme un lien vers la liberté, car l'araignée monte toujours. Et les yogis voient le homme comme le fil qui les amène vers la liberté. Ce fil est donc une sorte de support de la réalisation spirituelle. Ce symbole a donc directement lié l'araignée à la fonction de tisseuse, mais aussi au lien avec la soie et le fil. Je vais faire un aparté sur le tissage, car il a beaucoup de symbolique et ce geste n'est pas du tout anodin. Relier les liens entre eux pour créer une pièce plus grande, on peut y voir une sorte de temporalité. Tisser, c'est comme jouer avec le temps. Souvent, les fils représentent l'âme des gens. Les moires ou les parques sont 3 divinités, Clotho, Lactésis et Atropos, signifiant la tisseuse, la répartitrice et l'implacable. Elle tisse le fil de la vie, le déroule et le coupe. Et beaucoup de cultures considèrent les tisseurs et les tisseuses comme des voyants et des voyantes, des médiums ou des gens ayant des capacités de divination. L'araignée est la première des tisseuses, elle est donc associée à des pouvoirs de divination. Chez les Bamouns du Cameroun, la mygale porte ces symboles et on peut lui demander joie de vivre, protection et guérison. La toile ne dure qu'un temps, elle est éphémère. Et pourtant, derrière cette apparente fragilité, la toile cache des symboliques métaphysiques qui se retrouvent dans beaucoup de religions. La toile évoquerait l'illusion et les apparences trompeuses. L'araignée tisserait donc les mondes invisibles, le tissu du monde, le voile des illusions qui cacherait la réalité suprême. Et c'est ce voile des illusions qui revient dans beaucoup de religions. Dans le védisme, Maya représenterait la mère divine, mais aussi l'illusion du monde physique et de la réalité. Dans le bouddhisme, Maya c'est tout l'inverse. Maya représente l'absence de réalité. Dans les deux cas, que ça soit la réalité ou l'absence de réalité, ces deux concepts sont cachés par une toile. On parle aussi de voile dans la religion chrétienne, puisque l'Apocalypse veut dire littéralement soulever le voile. Chez les Grecs, une histoire explique les origines de l'araignée, mais c'est surtout l'histoire d'un être qui a voulu défier les dieux. Arachné est une jeune femme très douée dans l'art du tissage. Elle brave Athéna d'être meilleure qu'elle. Il faut avoir des ovaires pour provoquer la déesse de la sagesse et du tissage, une caractéristique que l'on nomme rarement. Athéna relève le défi et crée une superbe broderie où l'on peut voir les 12 dieux de l'Olympe dans leur gloire, ainsi qu'aux 4 coins, les châtiments pour celles qui oseraient la défier. Ambiance. Arachné ne se laisse pas démonter et tisse l'amour des dieux pour de simples mortels. Athéna, courroucée devant tant de bassesse, frappe Arachné. Celle-ci veut alors se pendre, mais Athéna la sauve et la transforme en araignée qui se balance éternellement au bout de sa toile. Ramener les dieux à des choses aussi humaines que l'amour et la sexualité lui a valu d'être un être qui tisse inlassablement sa toile si fragile, balancée par les vents. Je ne vais pas considérer le fil d'Ariane dans cet épisode puisqu'il a été tissé par un homme, et pas par une araignée donc. La toile dans les films est souvent utilisée pour son côté envahissant ou collant, assez peu pour ses symboles métaphysiques. On verra souvent des toiles d'araignées géantes bloquant des passages ou piégeant les protagonistes. Souvent mauvais présage de la suite, révélant des créatures tisseuses souvent de la taille de leur toile, ou bien seulement pour appuyer la vieillesse d'un bâtiment ou d'un lieu. Et si ce n'est pas déjà tissé, alors les protagonistes se retrouvent souvent ligotés comme des boules de laine. Mais l'araignée n'est pas qu'une simple bête et elle peut être un dieu à part entière, elle est une divinité dans beaucoup de cultures. Chez des peuples d'Afrique occidentale, Anansi est un dieu trickster. J'avais parlé du rôle du trickster dans l'épisode sur les loups et les renards.
Il est dans certaines cultures le créateur du soleil, de la lune et des étoiles, mais aussi celui qui donna la matière pour faire les premiers hommes à Niamey, qui ensuite insufflera la vie. Il est donc l'intercesseur entre les divinités et les hommes. Il aurait aussi pu apporter l'agriculture. Une légende malienne raconte que l'araignée serait la conseillère du dieu suprême. Un jour, elle s'est déguisée en oiseau et a créé la lune, le soleil et les étoiles, puis le jour et la nuit, et enfin la rosée. C'est beau! Chez les Hopis et sûrement d'autres peuples de Native Americans, il existe Kwankwo-Wuti, j'espère que je prononce pas trop mal, la vieille femme araignée qui est une déité très importante. Parfois, elle accompagne les héros en se juchant sur leurs oreilles. Elle est représentée comme étant une gentille petite grand-mère vivant avec ses 2 petits-fils qui sont les jumeaux de la guerre. Elle aurait aussi participé à la création du peuple Hopi. Les histoires la mettant en scène sont souvent assez drôles et divertissantes. Ikeart Malokti, un linguiste américano-allemand, écrira à son sujet. Ses pouvoirs divins, sa sagesse illimitée et ses vastes connaissances en ont fait une héroïne culturelle de la tradition Hopi. Elle possède un pouvoir de prophétie et connaît toutes les langues du monde. Puisqu'elle est une araignée commune, elle est omniprésente et toujours prête à intervenir, à aider, à conseiller, à guider et à sauver. La tendresse de la grand-mère apporte une dimension supplémentaire à l'image attrayante du personnage composite de la femme araignée. Elle est souvent associée à la terre, c'est donc une déesse terrienne. Et d'ailleurs, on peut adresser ses prières pour apprendre des savoir-faire manuels. Avec tous ces symbolismes, l'araignée peut être vue comme une initiatrice. Chez les Bambara, elle représente une classe d'êtres ayant réussi à trouver l'intériorité, la puissance réalisatrice de l'intuition, mais aussi méditative. Qu'est-ce que ce serait un symbolique si je ne parlais pas de la mort? L'araignée peut représenter l'âme d'un mort chez les Altaïques, ou être un psychopompe, un être qui guide les âmes des morts après leur mort, chez les Muscas de Colombie. Elle fait traverser l'âme des morts sur un bateau en toile d'araignée jusqu'en enfer. Chez les peuples du sud du Vietnam, elle représente l'âme qui sort quand on dort. Donc la tuer reviendrait à tuer le corps endormi. Ça serait ballot. May I have my spider bag, please? Alors maintenant, on va passer à la case les problèmes de Freud en s'attaquant à la vision de l'araignée dans la psychanalyse. Le fait qu'elle soit toujours au centre de sa toile ferait d'elle un être introverti et narcissique. Elle s'absorberait dans son propre centre et deviendrait comme Narcisse aimant son propre reflet. Le fait qu'elle veuille toujours remonter sur sa toile serait une image latente du sexe. Je sais pas. Peut-être. En même temps, ils veulent foutre du sexe partout. Mais ça peut aussi évoquer, comme on le disait plus tôt, le lien entre le créateur et la créature, où la créature veut toujours remonter à son créateur. L'interprétation des rêves nous donne 2 sens possibles pour l'araignée. Soit une mère étouffante qui garde près d'elle tous ses enfants en faisant plein de liens, soit d'une créature réalisatrice et créatrice qui crée son univers et le maintient en place grâce à sa toile. Mais pourquoi la psychanalyse voit la mère dans l'araignée? À petite précision quand même, Freud a été sympa sur ce coup-là. Il considère que toutes les mères ne sont pas des araignées, mais seulement les mauvaises mères. On a eu chaud. Alors là, je passe en mode what the fuck, car j'ai vraiment pas tout compris. D'habitude, je comprends ce qui est dit, mais là... Les pattes représenteraient les cheveux de la mère, son ventre représenterait son visage, et le corps tout entier serait la peur d'être dévoré par des baisers. Nous dit Jean-Pierre Winter. D'accord. Attendez, j'en ai encore sous le coude. L'hymen, ça serait la toile, et il y aurait une peur de déchirer cette toile et donc cet hymen. Sauf que quand on lit les rapports de psychanalyse de l'époque, on parle d'enfants de moins de 5 ans. Comment les enfants de moins de 5 ans savent ce que c'est qu'un hymen, ont peur de déchirer un hymen? Quelqu'un m'explique? Dans Coraline, on trouve ce symbole de l'araignée, qui serait la mère, bien utilisé car il double le symbole tout en le pervertissant. Ça va spoiler un chouille, donc rendez-vous ici pour éviter le divulgachement. Et en attendant, allez voir Coraline, c'est vraiment un excellent film. La marâtre est une entité qui se fait passer pour la mère de l'héroïne. En voyant qu'elle commence à perdre son emprise sur Coraline, elle se transforme en araignée. Elle double le symbole de la mauvaise mère, la mère castratrice qui est symbolisée. Elle va d'ailleurs emprisonner Coraline dans une toile. Allons-nous jusqu'à dire qu'elle recrée le cordon ombilical et le placenta? Je ne sais pas. D'ailleurs, en parlant de mères, je vous conseille l'excellente vidéo de Vidéodrome sur les mères dans le cinéma d'horreur.
car on voit à un moment un dessin avec une araignée dessus. Et ouais, on me la fait pas, moi. En vrai, après avoir vu les symboles de l'araignée dans le monde et dans les cultures, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment la psychanalyse a vu la mère là-dedans. D'habitude, vraiment, je comprends la psychanalyse, je vois d'où ça vient, pourquoi, mais là, vraiment, je suis perdue. Et en plus, ça n'explique pas pour moi la phobie de l'araignée, qui, on le verra, est sûrement plus terre-à-terre que la mère, tout ça, tout ça. On peut trouver dans les œuvres cinématographiques des personnages prenant les traits d'un animal. L'araignée ne va donc pas faire exception, loin de là. Souvent, ces personnages ont quelques traits en commun. Déjà, ce sont généralement des femmes. Les araignées n'ont visiblement que le genre féminin en stock, pour toutes les raisons évoquées précédemment. La mère tout ça. Allez, je suis sympa, je vais quand même souligner le personnage de Kamaji, qui est une sorte d'homme araignée plutôt sympathique à la moustache glorieuse. Mais c'est quand même giga rare. Ces personnages sont souvent pâles, aux cheveux sombres et aux vêtements sombres. C'est souvent pour représenter la Black Widow ou la Veuve Noire, qui est bien sûr l'une des seules araignées que l'on verra au cinéma. Mais c'est surtout que le nom, la Veuve Noire, emporte avec lui un bagage inconscient énorme. Une fois n'est pas coutume, je vais citer Wikipédia, car ça résume parfaitement ce que l'on comprend quand on entend Veuve Noire. Ces espèces occupent une place particulière dans l'imaginaire humain, en raison notamment du puissant venin de la femelle veuve noire, et de sa pratique supposée du cannibalisme sexuel qui ont inspiré de nombreux auteurs. Alors, en fait, elle ne mange quasiment jamais son mâle, car déjà il y a beaucoup de ressources dans la nature, donc pourquoi aller manger son mec? Ça ne servira à rien, et surtout, les mâles ne restent pas comme ça en attendant, ils se barrent. Donc ça n'arrive quasiment jamais. Et des os, pas des os. Mais revenons sur nos personnages arachnéens un peu caricaturaux. Donc ces personnages sont souvent possessifs, sexuellement agressifs, voire même ont littéralement faim de vous. Ils sont aussi machiavéliques et ils tirent les ficelles dans l'ombre. Ficelles, fil, quelqu'un? Et on ajoute parfois une capacité à savoir utiliser le poison, un bel attirail de femme fatale. La toile de l'araignée regroupe plusieurs fonctions qui font penser à celle de la maison. Garde-manger pour son ventre, pouponnière ou encore lieu de vie, car parfois elle garde les œufs avec elle. Comme nous l'avons vu plus tôt, le tissage est un symbole de temps. L'araignée serait-elle une sorte de métaphore de notre vie et de comment nous tissons notre futur selon nos choix précédents. L'araignée, morphologiquement, porte 8 pattes et 6 à 8 yeux. C'est dur à dire. Yeux. Le chiffre 8 est associé fréquemment à l'infini. On peut donc y voir les symboles du cycle et du temps qui passe. On rejoint encore les symboliques de la toile. Toujours en lien avec le tissage, l'araignée prend les symboles de créativité et de patience. Créer de si belles toiles en prenant son temps et en recommençant à chaque fois qu'elle est détruite, voilà des qualités propres à l'araignée. La patience vient aussi de sa méthodologie à attendre ses proies. Eh bien, merci. On va s'en aller. Vous en allez. Et comment parler des araignées sans citer notre cher Spider-Man, notre petit Peter Parker, un homme qui a été piqué par une araignée, soit radioactive, soit génétiquement modifiée, et lui conférant des pouvoirs spéciaux. D'ailleurs, l'origin story de Spider-Man n'est pas glorieuse, et comme le dit Stan Lee... So I thought, what power will I give a new guy? And I saw a fly crawling on the wall. And I said, hey, if I could get a superhero that could stick to walls and crawl on them, man, that would be cool. Good, now I needed a name. So I said, well, let's see, Fly Man, Mosquito Man. I got down to Spider-Man. I ran into my publisher's office and I told him, this was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. D'ailleurs, Peter Parker est en fait la force du fil de la toile de la vie, nous dit Madame Webb, une super-héroïne dotée de pouvoirs de télépathie. Elle est aussi une sorte de protectrice de Spider-Man. Ce rôle qu'elle nomme explique pourquoi Peter Parker est juste et incorruptible, car il préserve l'avenir. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. On peut d'ailleurs voir que l'araignée qui mord Spider-Man suit les préoccupations sociales du moment. Au départ, l'araignée est radioactive car les essais nucléaires font peur à cette époque. Et notamment dans les derniers opus, l'araignée est génétiquement modifiée. Car c'est cette peur qui est plus présente maintenant. Dans Spider-Verse,
L'araignée est de nouveau radioactive. C'est drôle de voir ces deux peurs prendre plus ou moins le pas suivant l'époque. L'araignée fait peur ou elle révulse. Et c'est vrai que je suis pas toujours sereine devant une belle bête. L'arachnophobie est une des peurs les plus répandues dans le monde. En même temps, il y a des araignées dans chaque coin du monde. Dans des temps reculés, cette peur a sûrement été créée comme un instinct de survie pour éviter qu'elle se fasse défoncer par des araignées en se faisant piquer négligemment. Une technique de survie comme une autre. J'essaye souvent de me demander pourquoi une peur existe et pourquoi elle persiste. Surtout dans nos contrées où on ne meurt pas ou peu des araignées. Mon idée personnelle est que l'araignée est si loin de nous en termes physionomiques que notre cerveau, qui aime les choses ordonnées, ne peut envisager que l'on ait 8 yeux, 8 pattes et souvent des poils partout. En vrai, ça reste un mystère. Je pense que l'araignée, pour son côté flippant, va rejoindre les symboles des autres insectes rampants et grouillants que l'on verra un jour. Cette peur est souvent utilisée, comme pour celle du serpent que nous avions vu dans un épisode précédent, dans les films d'horreur pour nous titiller. Les araignées sont souvent soit gigantesques, soit en nombre faramineux, nous enveloppant dans une coque de malaise. Elles font partie aussi du grouillant, tout plein d'insectes utilisés pour signaler des forces obscures en approche, ou un problème assez gros pour que même les araignées se sauvent. Et vous pouvez aussi aller voir la vidéo que Az a consacrée à nos petites bestioles du jour dans le cinéma d'horreur. L'araignée pourrait représenter l'ombre personnelle. L'ombre personnelle serait là où les parts de notre personnalité que nous n'aimons pas. Ces parts sont alors rejetées ou cachées, mais généralement, faire ça revient souvent à se les manger en pleine poire, un jour ou l'autre. L'araignée invite donc à regarder ces parts et à les accepter, malgré tout le dégoût et l'horreur qu'elles peuvent nous inspirer. Sans ombre, pas de lumière. Alan? J'espère que cet épisode sur cet animal peu aimé t'aura plu et intéressé et que tu auras appris des choses. Comme dit au début de la vidéo, cet épisode a été travaillé un petit peu en live, donc si ça t'intéresse, rejoins-nous. Qu'est-ce qu'on s'enjaille sur Twitch, le lien est dans la description. Si tu veux m'aider à continuer la production de mes vidéos, tu peux aller faire un tour sur ma page Tipeee ou Utip si tu as de l'argent ou du temps pour regarder des pubs. Les liens sont aussi dans la description. Ça m'aide énormément. Et si tu n'as pas de temps ou d'argent, tu peux toujours liker la vidéo, commenter, la partager autour de toi, ça fait vraiment plaisir et ça me remonte toujours le moral. C'est l'heure du repos estival et j'ai pour l'instant pas prévu de faire de vidéos pendant l'été, car produire une vidéo quasi une par semaine depuis septembre, ça m'a un peu mis sur les rotules. Mais qui sait, peut-être que j'aurai l'énergie pour en faire. Peut-être, peut-être pas, donc sur ce, je te dis peut-être à la rentrée, peut-être dans une prochaine vidéo, mais surtout je vous dis portez-vous bien et ouvrez l'œil. L'araignée, lui le plus fort, le justicier, il se bat et il gagne, car le mal, son rival toujours, dans sa toile. Par